Bonjour à tous! Allez, on continue les vidéos sur les plantes. On a vu comment elles grandissaient, on a vu comment elles produisaient de la matière. Maintenant, on s'intéresse à leur reproduction. Et on va commencer par la reproduction sexuée en s'intéressant à la structure de la fleur. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par des rappels et clarifions le contexte d'étude. Tout individu a pour but de se reproduire afin de perpétuer son espèce. La reproduction est donc une étape du cycle de vie des individus. On observe deux catégories de cycles. Les cycles courts, comme le cycle annuel du coquelicot, ou le cycle bisannuel de la carotte. La première année, celle-ci accumule des réserves dans sa racine, elle survit à l'hiver grâce à sa racine, et au printemps suivant, une nouvelle tige feuillée sort, et là cette fois nous voyons apparaître des fleurs avec des fruits qui produisent des graines. Une fois les graines libérées, la plante meurt. La deuxième catégorie de cycle de vie est un cycle de vie long, voire même très long pour les arbres. Dans les deux cas, le cycle de vie d'une plante à fleurs est marqué par de grandes étapes. La croissance, une vie adulte ponctuée de périodes de reproduction, et une sénescence conduisant à la mort. Quel que soit le type de plante, ces dernières ont une vie soumise à des contraintes liées à la vie fixée, comme par exemple trouver leurs ressources alimentaires dans le milieu, ou encore résister aux différents changements de saison. En effet, chaque saison apporte son lot de contraintes qui auront des conséquences sur le fonctionnement de la plante. En hiver, les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, elles ne permettent pas une photosynthèse et le froid ralentit l'activité enzymatique. De ce fait, les plantes fonctionnent au ralenti. Au début du printemps, avec la hausse des différents paramètres, on observe la germination des graines, le débourrement des bourgeons et la mobilisation des réserves. Les plantes se réveillent. Pendant le printemps, au début de l'été, en raison des très bonnes conditions météorologiques, on va avoir une activité photosynthétique maximale, une croissance importante et une phase de reproduction sexuée. C'est également la saison de la mise en réserve, que ce soit pour les plantes vivaces qui vont avoir des organes de réserve, ou que ce soit pour les graines qui vont résister à l'hiver cachées dans le sol. À l'automne, la baisse des différents paramètres donne le signal de la cessation progressive de développement chez les plantes à fleurs. On va observer un endurcissement, une chute des feuilles pour les espèces ligneuses décidues, une obturation de leur vaisseau et une mise en dormance des graines et des bourgeons. C'est une vie latente pendant laquelle l'activité métabolique est très réduite. Les plantes terrestres montrent une capacité d'adaptation à la vie fixée aux interfaces sol-atmosphère ou sol-hydrosphère si ce sont des plantes aquatiques. Ces adaptations s'observent tant au niveau de leur structure que de leur fonctionnement. Le système racinaire d'une plante offre une grande surface d'échange avec le sol permettant l'alimentation en eau, en sels minéraux, ainsi que l'ancrage de la plante. Le système caulinaire, avec une surface foliaire importante, offre une grande surface de captation de l'énergie lumineuse. Cette surface est également impliquée dans la captation du dioxyde de carbone, indispensable pour la réalisation de la photosynthèse. Ces deux systèmes, foliaire et racinaire, assurent les deux grandes fonctions que sont la nutrition et la croissance. Ainsi, l'adaptation aux fluctuations des paramètres de l'environnement induit des modifications des grandes fonctions à l'origine des cycles de vie. La nutrition et la croissance ayant déjà été traitées, nous nous intéressons aujourd'hui à la structure et au fonctionnement des fleurs. Au collège, vous avez vu que certaines plantes développaient des organes spécialisés dans la production de graines protégées par des fruits, les fleurs. C'est le groupe des plantes à fleurs qu'on appelle aussi les angiospermes. Il existe d'autres plantes qui produisent des graines, mais ce sont des graines nues non protégées par un fruit. C'est le groupe des gymnospermes. Vous avez ici deux cônes mâles et un cône femelle qui se transformera en pomme de pin. Les graines nues seront logées à l'angle de chaque écaille. Il existe différentes catégories de fleurs. La première chose remarquable, c'est qu'il existe des fleurs sans pétales et des fleurs avec pétales. Les fleurs sans pétales sont des fleurs principalement de graminées et qui présentent une structure un petit peu différente. Elles ont ce qu'on appelle des glumes et des glumelles qui protègent les organes reproducteurs. Ces fleurs sont principalement anémogames, c'est-à-dire des fleurs dont le pollen est transporté par le vent. Les fleurs à pétales colorés sont des fleurs principalement entomogames, c'est-à-dire des fleurs dont le pollen est transporté par les insectes. Parfois, ce que vous appelez des fleurs ne sont pas des fleurs, mais ce qu'on appelle des inflorescences. Une inflorescence, c'est un attroupement de fleurs, un ensemble de fleurs qui poussent ensemble. Ici, c'est une inflorescence. Chaque épi est une fleur. Ici, c'est une inflorescence à croissance définie, c'est-à-dire que la première fleur à s'ouvrir, c'est la fleur qui se trouve au sommet de la tige, et elle va bloquer la croissance de la tige. Les fleurs suivantes vont s'ouvrir dessous. Cette inflorescence est définie et s'oppose à celle-ci qui est indéfinie. En effet, dans ce cas, les fleurs les plus anciennes sont situées en bas de l'inflorescence et les plus récentes au sommet, ce qui n'empêche pas la tige de continuer de pousser. C'est donc une croissance indéfinie.
Et la fameuse petite marguerite des champs, me direz-vous? Ceci n'est pas une fleur, mais une inflorescence. En extérieur, vous avez des fleurs dites ligulées qui possèdent un pétale, et à l'intérieur, vous avez des fleurs dites tubulées qui ne possèdent pas de grands pétales blancs. Chaque petit point jaune que vous voyez ici, c'est une fleur, et chaque fleur va donner un fruit avec un système de dispersion. C'est le même cas pour les pissenlits. Voilà pourquoi quand vous soufflez un pissenlit, en fait vous soufflez des centaines de fruits qui possèdent chacun leur petit parasol volant. La fleur de coquelicot est une fleur solitaire. On repère bien ici les 4 pétales, les multiples étamines et le pistil. Vous avez donc déjà vu la structure de la fleur, mais revoyons-la maintenant un peu plus en détail. Une fleur est portée par ce qu'on appelle un pédoncule floral. Le sommet du pédoncule floral est renflé en un réceptacle floral qui porte des feuilles modifiées, appelées pièces florales. Elles n'ont pas toutes la même fonction, certaines sont fertiles, d'autres sont stériles. Ces pièces sont disposées de l'extérieur vers l'intérieur sur 4 cercles concentriques appelés des verticilles. Sur le verticille le plus extérieur, appelé le calice, on trouve les sépales qui protègent la fleur en bouton et qui s'écartent quand la fleur s'épanouit. Les sépales, quand ils sont colorés et de grande taille, peuvent participer à l'attraction des pollinisateurs. Disposés sur le verticille suivant, la corolle, les pétales qui jouent à la fois un rôle protecteur pour les pièces centrales fertiles et un rôle attractif pour les animaux pollinisateurs. L'ensemble corolle-calice forme ce qu'on appelle le périanthe. Sur l'avant-dernier verticille, on trouve l'appareil reproducteur mâle, l'androcée, constitué des étamines. Une étamine est constituée à sa base d'un filet et à son extrémité d'une loge renflée contenant les grains de pollen qui ne sont autres que des vecteurs de cellules reproductrices mâles. Comme vous pouvez le voir sur le pollen d'hibiscus, on observe souvent des ornementations sur la paroi, cela favorise l'adhésion aux insectes pollinisateurs. Revenons sur les étamines. Si celles-ci au début étaient collées sur le pistil, au fur et à mesure de leur maturité, elles se sont retournées. Si on regarde de plus près les anthères, on observe bien une fente de déhiscence, c'est-à-dire une fente d'ouverture, qui permet de libérer les grains de pollen transporteurs de cellules reproductrices mâles, ici que l'on voit sur les pétales. Quand la fente est dirigée vers l'intérieur de la fleur, nous parlons d'étamines introrses. Si la fente est dirigée vers l'extérieur, nous parlons d'étamines extrorses. Au centre, l'appareil reproducteur femelle ou gynécée, appelé aussi pistil, contient les cellules reproductrices femelles, les ovules. Le pistil se divise en 3 parties, la base, l'ovaire, le style et l'extrémité appelée le stigmate. Le rôle du stigmate est de récupérer les grains de pollen qui vont se déposer, germer, produire un tube pollinique qui va creuser le style, descendre jusqu'aux ovaires pour trouver les ovules et les féconder. Le pistil peut être constitué de 1 ou plusieurs carpelles, soudées ou pas. Un carpelle, c'est une feuille modifiée spécialisée dans la production d'ovules et enroulée sur elle-même. Sa partie basse, l'ovaire, est spécialisée dans la production d'ovules qui, suite à l'enroulement, apparaîtront en binôme. La partie haute se resserre pour former le style et le stigmate. Concernant la position de l'ovaire sur cette fleur, nous pouvons constater, si nous retournons les pétales, que l'ovaire est situé dans le renflement du réceptacle floral. Nous avons donc ici un ovaire qui est infère, c'est-à-dire situé dans la partie inférieure de la zone d'insertion des sépales et des pétales. Pour cette fleur de géranium, vous voyez qu'ici il n'y a pas de renflement. Nous avons donc un ovaire qui est super. Comme nous pouvons le constater ici, il est entièrement situé au-dessus de la zone d'insertion des pétales et des sépales. Et il va nous manquer l'observation des carpelles au microscope pour déterminer si la placentation est dite axile, c'est-à-dire autour d'un axe en conservant les différentes loges de l'ovaire, si la placentation est centrale, c'est-à-dire que les ovules sont en situation centrale, qu'il n'y a plus de paroi entre les ovaires, ou que la placentation est pariétale, c'est-à-dire qu'il se passe sur l'extérieur de l'ovaire. Quand on met un coup de scalpel et qu'on ouvre le côté de l'ovaire, on s'aperçoit qu'il y a ici 2 loges séparées par une cloison. Nous avons donc une placentation axile, car les placentas des ovules sont accrochés au centre du pistil. Vous avez du mal avec la placentation? Attendez. Voici la délimitation de l'ovaire. Voici mes 5 carpelles qui produisent des ovules. Oui, je sais, vilain jeu de mots, mais c'est pas grave, vous allez voir, c'est très parlant. Si mes 5 carpelles se positionnent comme ça, c'est-à-dire comme ça, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 loges avec 2 ovules à chaque fois, séparés par des cloisons.
Si maintenant les cloisons disparaissent, je n'ai plus qu'une seule loge et tous les placentas sont en position centrale. Nous avons donc ici une placentation centrale. Si maintenant les carpelles se positionnent comme ça, je vais avoir une placentation dite pariétale car nous sommes sur la paroi de l'ovaire. Donc pour notre campanule à grande fleur, nous sommes en placentation axile. Nous avons donc ici une fleur dite hermaphrodite car elle possède à la fois un appareil reproducteur mâle, l'androcée, et un appareil reproducteur femelle, le gynécée. Cette fleur ne présente pas de symétrie bilatérale, mais plutôt une symétrie radiale. Nous allons alors parler de fleurs actinomorphes, alors que cette fleur de muflier, elle présente une symétrie bilatérale. Nous allons parler de fleurs zygomorphes. Ainsi, l'étude d'une fleur amène à établir sa formule florale dont l'écriture respecte une codification internationale. Enfin, la dissection de la fleur permet d'établir le diagramme floral. Celui-ci répertorie la position des différents éléments les uns par rapport aux autres. Intéressons-nous à la fécondation. Tout d'abord, la rencontre des gamètes. Dans les anthères, après la méiose, chaque cellule haploïde s'individualise et sa paroi externe, que l'on appelle l'exine, se rigidifie. Cette cellule subit une mitose asymétrique qui conduit à la formation d'une grande cellule végétative et d'une petite cellule générative. On parle de grain de pollen ou de microgamétophyte. Une fois le grain de pollen déposé sur le stigmate, la cellule végétative qu'il contient va se déformer et donner ce qu'on appelle un tube pollinique. Ce dernier va creuser le style, passer entre les cellules de celui-ci et descendre jusqu'aux ovaires pour trouver l'ovule. La cellule générative, quant à elle, va migrer à l'intérieur du cytoplasme de la cellule végétative et va subir une mitose pour donner deux cellules spermatiques, les gamètes mâles ou spermatozoïdes. Le moment où cette mitose s'effectue dépend des espèces. Elle se produit soit avant la dissémination du pollen, soit au cours de la croissance du tube pollinique. L'ovule des plantes à fleurs est plus complexe que chez les animaux. C'est une structure et non une cellule. L'ovule est relié à la paroi ovarienne par le funicule. Il est entouré de deux téguments qui entourent un tissu nourricier, le nucelle. Les deux téguments ne se rejoignent pas et l'ouverture laissée se nomme le micropyle. C'est par là que va rentrer le tube pollinique. Au sein du nucelle se trouve ce qu'on appelle le sac embryonnaire ou macrogamétophyte ou mégaspore. C'est ce macrogamétophyte qui sera à l'origine de la graine. Le sac embryonnaire est constitué de 7 cellules. Nous avons 2 synergides qui encadrent l'oosphère, c'est-à-dire le gamète femelle, 3 antipodes opposés à l'entrée du micropyle et une grande cellule centrale qui contient 2 noyaux volumineux. Le tube pollinique va donc entrer par le micropyle et déverser son contenu dans l'une des 2 synergides. Le noyau végétatif va dégénérer et les 2 spermatozoïdes vont être libérés. L'un d'eux va féconder l'oosphère et l'autre va aller s'unir aux 2 noyaux de la cellule centrale. Nous allons donc obtenir ici une oosphère fécondée par un spermatozoïde, c'est-à-dire un zygote qui va être donc diploïde. Et ici, nous obtiendrons également un zygote, mais un zygote triploïde. Pourquoi ? Puisque 2 noyaux plus le noyau des spermatozoïdes, on arrive à 3 jeux de chromosomes. Le zygote diploïde évoluera en embryon et le zygote triploïde évoluera en albumène, tissu de réserve de la graine. Il y a plusieurs possibilités de rencontre de gamètes. Traitons en premier l'autofécondation. L'autofécondation ou autogamie correspond à l'union d'un gamète femelle et d'un gamète mâle d'une même fleur, donc forcément une fleur hermaphrodite. L'autofécondation n'est pas majoritaire chez les angiospermes. Elle est cependant obligatoire pour certaines fleurs qui seront alors qualifiées de cléistogames. On peut citer en exemple le petit pois, pour lequel les fleurs ne s'épanouissent jamais entièrement, obligeant ainsi l'autofécondation. Les organes reproducteurs sont enfermés dans une gaine, la carène, formée par 2 pétales soudés. L'autofécondation présente de nombreux avantages. Tout d'abord, elle permet à l'espèce de se reproduire en l'absence de pollinisateurs. On peut citer en exemple la fleur de lamier en plexicole. Cette plante est capable de s'épanouir en plein hiver si le temps est doux et si le sol ne gèle pas. À cette saison, les pollinisateurs sont absents et une pollinisation entomogame est donc impossible. L'autogamie procure d'autres avantages. En pratiquant l'autogamie, la plante assure un fort taux de pollinisation et la quantité de pollen nécessaire est alors moins importante que dans le cas d'une pollinisation entomogame ou anémogame. Il y a donc économie de ressources. Cette facilité de reproduction permet à l'espèce d'envahir rapidement le biotope, assurant ainsi sa survie. En effet, un individu introduit seul dans un nouveau biotope
peut se propager en l'absence d'autres plantes de son espèce. L'autopollinisation est donc particulièrement bénéfique pour les plantes peu exigeantes et pouvant se développer dans des milieux pauvres, que l'on appelle à ce moment-là des plantes pionnières. De plus, si l'espèce présente un génotype avantageux, l'absence de brassage génétique due à l'autopollinisation permet de le conserver. Cependant, l'autopollinisation présente un inconvénient majeur. Elle limite la variabilité génétique des individus. Ainsi, on observe progressivement une diminution de la vigueur de la plante. Cette diminution de la biodiversité génétique induit une réduction de la capacité d'adaptation de l'espèce aux variations de l'environnement. Intéressons-nous maintenant à la fécondation croisée. La fécondation croisée, appelée aussi allogamie, correspond à l'union d'un gamète femelle et d'un gamète mâle provenant de deux individus différents. Elle favorise la production d'individus génétiquement nouveaux grâce à des recombinaisons de gènes, et les plantes filles possèdent des caractères différents de ceux des plantes mères et qui peuvent parfois s'avérer être avantageux pour les plantes et pour nous. De ce fait, nous utilisons beaucoup la fécondation croisée en horticulture afin de procéder à des hybridations pour créer des variétés aux caractères recherchés. L'allogamie est dépendante de l'intervention d'éléments pollinisateurs comme le vent, les animaux et parfois l'homme. Ainsi, les plantes allogames réalisent majoritairement leur floraison à la belle saison de manière synchrone à la présence d'insectes pollinisateurs. Chez les plantes hermaphrodites, la fécondation croisée s'effectue car les fleurs présentent des obstacles à l'autogamie. On observe tout d'abord les obstacles morpho-anatomiques qui, comme leur nom l'indique, ont attrait à la structure anatomique des fleurs. Le premier obstacle correspond à la séparation des organes reproducteurs mâles et femelles dans l'espace. Ainsi, une plante en portant à la fois des fleurs unisexuées mâles et des fleurs unisexuées femelles va diminuer la probabilité d'autofécondation. On parle d'espèces monoïques et cette situation représente 7% des espèces angiospermes. Ça va être le cas par exemple de la famille des fagacées avec le hêtre, le chêne, la famille des bétulacées avec le bouleau ou encore quelques espèces de graminées comme le maïs. Dans 4% des genres, les fleurs unisexuées sont portées par des individus différents. L'espèce est dite alors dioïque. On peut citer l'ortie, le peuplier, l'asperge. La dioécie, c'est-à-dire le fait que les espèces soient dioïques, rend de fait l'autogamie impossible. Chez certaines espèces hermaphrodites, il existe des barrières mécaniques empêchant l'autofécondation. C'est le cas par exemple de la famille des orchidacées, dont les fleurs présentent une fusion partielle de l'androcée et du gynécée, à l'origine d'une petite membrane qu'on appelle le rostellum et que je soulève ici avec la pince. Vous avez ici les pollinies qui vont délivrer le pollen. Cette membrane, le rostellum, va empêcher le pollen de rentrer dans la cavité sous-jacente. Vous avez ici le rostellum avec les pollinies et dessous le creux du style qui arrive jusqu'aux ovaires. Vous voyez donc bien ici que le rostellum crée une barrière mécanique empêchant le pollen de féconder les ovules de la même fleur. Il existe également des obstacles physiologiques à l'autogamie. C'est le cas par exemple quand la maturité des organes reproducteurs mâles et femelles est décalée dans le temps. Soit les étamines sont mûres avant le pistil, et on parle de protandrie, soit les étamines sont mûres après le pistil, et on parle de protogynie. La protandrie est le cas le plus fréquent. Dans les deux cas, la rencontre des gamètes d'une même fleur est donc impossible. C'est le cas par exemple pour la campanule à grande fleur. Les étamines introrses sont au début de leur maturation accolées au pistil. À maturité, leur fente de déhiscence laisse s'échapper du pollen qui se déposera alors sur le style du pistil. Au fur et à mesure de la maturation des étamines, celles-ci se courbent, éloignant les anthères du pistil encore non matures. Quand les ovules sont prêts, les 5 stigmates activés de cette fleur se courbent, présentant ainsi une extrémité gluante permettant la fixation du pollen. Les anthères étant vides, il y a peu de probabilité d'autopollinisation. Le décalage de maturité dans le temps évite donc l'autofécondation. Cependant, si aucun des stigmates n'a été pollinisé, ces derniers poursuivent leur courbure jusqu'à toucher le style et récupérer ainsi du pollen déposé par les anthères au moment de leur maturation. Par ce procédé d'autofécondation tardif, la plante assure la survie de l'espèce. Enfin, on peut citer les obstacles génétiques à l'autogamie. Il y a bien sûr la possibilité d'une stérilité mâle qui correspond à une incapacité de la plante à produire du pollen fécondant. Ce mécanisme est rare et ce sont plutôt des mécanismes d'auto-incompatibilité pollen-pistil qui sont observés. Ces mécanismes se situent au niveau de la germination ou du développement des grains de pollen sur les stigmates. Ces systèmes font appel à des gènes d'incompatibilité, les gènes S. Ces gènes existent en de nombreux allèles différents. Et nous allons avoir deux cas d'auto-incompatibilité. Soit une auto-incompatibilité d'origine gamétophytique, c'est-à-dire qu'au contact du grain de pollen avec le pistil, il y a des allèles identiques
qui font que le tube pollinique va stopper sa croissance. Ainsi, seuls les grains de pollen possédant un allèle différent vont pouvoir donner un tube pollinique fécondant, soit une auto-incompatibilité sporophytique, c'est-à-dire liée à la plante en elle-même. Et cela va se passer quand une partie des composants de la paroi du pollen a été synthétisée par les cellules nourricières de celui-ci au cours de sa formation. Dans ce cas, les cellules entrant en contact avec les stigmates des pistils sont des cellules diploïdes. Elles possèdent donc 2 allèles du gène S. Si l'un des 2 allèles de la plante diploïde qui a généré le grain de pollen est le même que l'un des 2 allèles de l'ovaire, alors le développement du tube pollinique sera bloqué et la fécondation ne pourra pas avoir lieu. Seule la fécondation entre 2 plantes éloignées disposant d'allèles différents est alors possible. Étudions plus en détail la pollinisation. La pollinisation correspond au transport du pollen vers les organes reproducteurs femelles. Il existe différents types de vecteurs. Les adjectifs utilisés pour qualifier la fleur concernant le type de pollen produit et les adjectifs utilisés qualifiant la pollinisation sont très proches. Pour le vent, on va parler de fleurs anémogames. Game, c'est gamète. Cela signifie qu'elle produit cette fleur un gamète transporté par le vent. Dans ce cas-là, la pollinisation sera dite anémophile. Pourquoi ? Phile aimer, anémo aimer le vent. Dans le cas où le pollen produit par la fleur est transporté par l'eau, on va parler d'une fleur hydrogame et d'une pollinisation hydrophile. Ce cas-là est assez rare. Sinon, on parlera d'une fleur entomogame pour les insectes, une pollinisation entomophile. Chiroptérogame, par exemple, pour une fleur dont le pollen est transporté par une chauve-souris. On parlera donc de pollinisation chiroptérophile. Et enfin, pour les oiseaux, on parlera de fleurs ornithogames et de pollinisation ornithophile. Les fleurs anémogames sont des fleurs discrètes, souvent verdâtres et inodores. Chez les graminées, elles sont regroupées en épis et présentent 2 stigmates plumeux et des étamines flexueuses exposées à la surface de l'épi. Chez les arbres forestiers, les fleurs mâles et femelles sont regroupées en inflorescences appelées chatons. La déhiscence des anthères va libérer de très grandes quantités de pollen lisse de très petite taille qui peut être transporté par le vent sur de très grandes distances. Les pertes en pollen sont énormes, mais la quantité libérée compense le côté aléatoire de la rencontre pollen-stigmate. Les fleurs zoogames, dont le pollen gros et collant est transporté par les animaux, présentent en général des fleurs odorantes aux pétales colorés et possédant des nectaires. Ces nectaires produisent un liquide riche en sucre à partir de la sève élaborée que les insectes recherchent pour se nourrir. Les fleurs entomogames sont très fréquentes et représentent 90% des espèces chez les angiospermes. Elles possèdent généralement des pétales colorés, en jaune, orange, bleu, rouge, pourpre, rose, des couleurs visibles par les oiseaux et les insectes, dont le spectre de visibilité visuelle va de l'ultraviolet à l'orange et le rouge. Les insectes ont une sensibilité très développée pour les composés volatiles émis par les fleurs. Ce sont des terpènes. On peut citer le géraniol du rosier ou le limonène du citronnier, ou encore d'autres composés, comme la vanilline des orchidées. Enfin, il a été observé des mécanismes résultant d'une coévolution. Dans le cas de la sauge, les étamines s'abaissent quand l'abeille s'introduit dans la fleur pour boire le nectar produit au fond de la corolle tubulaire. Ce mécanisme de bascule permet de déposer du pollen sur le dos de l'insecte afin de faciliter la dispersion de celui-ci.